Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour assister à cette 5e session organisée dans le cadre du Printemps de l'économie. Merci également à ceux qui sont à distance et qui vont nous suivre sur leurs écrans. Je voulais vous dire que nous allons échanger pendant à peu près 45-50 minutes avec nos intervenants et ensuite vous pourrez poser bien sûr vos questions. Les questions, c'est sur le hashtag Printemps de l'éco. Alors, ce sujet qui va nous réunir là maintenant, c'est un sujet qui est, je trouve, très très intéressant, puisqu'on va parler de natalité et surtout essayer de répondre à cette question, faut-il s'inquiéter de la baisse de la natalité ? Alors, la baisse des naissances en France est inédite depuis la fin du baby-boom. Il faut savoir que les naissances en 2024 sont inférieures de près de 22% à leur niveau de 2010 qui était un point haut. Alors, ce n'est pas un phénomène qui touche que la France, ça touche également d'autres pays européens. Et alors, la question, justement, est de savoir, faut-il s'en inquiéter ? Quels sont les effets des politiques publiques sur le réarmement démographique dont avait parlé Emmanuel Macron il y a peu? Et est-ce qu'une vision historique des choses peut nous éclairer? Donc, pour démarrer cette table ronde, je vais d'abord vous présenter les différents intervenants. Donc, Sylvie Leminet, qui est chef de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE, qui est tout à fait à ma droite. À ses côtés, Christophe Capuano, qui est professeur des universités en histoire contemporaine à l'université de Grenoble. Hélène Périvier, qui est économiste à l'OFCE et présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui est une commission, pour ceux qui ne le savent pas, qui est consultative et qui est aux côtés du Premier ministre et qui a pour mission d'apporter au pouvoir public une expertise qui est prospective sur les questions qui sont liées à l'âge. Alors pas forcément que le petit âge, mais également le grand âge. Et à ses côtés, Laurent Toulmont, qui est directeur de recherche à l'INED, Institut National d'Études Démographiques. Alors c'est avec vous, Sylvie Leminet, que nous allons démarrer. Je vous propose donc de passer quelques slides. Alors, il n'y en aura pas beaucoup, n'ayez crainte, mais quand même, sur un sujet comme ça, il faut des chiffres. Et est-ce que vous pouvez nous faire une photo de la natalité qu'on observe aujourd'hui ? Oui, bonjour à toutes et tous déjà. Je vais commencer par 3 indicateurs sur la fécondité des femmes pour bien savoir de quoi on parle, sachant que la baisse des naissances, comme vous l'avez rappelé, qu'on observe depuis 2010, est due avant tout à la baisse de la fécondité des femmes, parce que le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants est à peu près stable. Donc le premier slide montre tout d'abord sur la gauche quels sont les taux de fécondité par âge pour différents groupes d'âge des femmes depuis le milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez que les femmes les plus fécondes aujourd'hui sont celles âgées de 30 à 34 ans, c'est la courbe en gris sur ce graphique, et en 2024, pour 100 femmes de cet âge-là, elles mettent au monde un peu plus de 11 enfants. La fécondité des femmes de 30-34 ans, mais aussi 35-39 ans, c'est la courbe en jaune, augmente, ou plutôt a augmenté régulièrement, parce que les femmes font leurs enfants de plus en plus tardivement, tandis que la fécondité des femmes âgées de moins de 30 ans, soit les 25-29 ans, la courbe en orange, ou les 15-24 ans, la courbe en bleu, eh bien la fécondité des femmes les plus jeunes diminue. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir avec ce graphique, c'est qu'au milieu des années 2010, la hausse de la hausse de la fécondité, par contre, des femmes âgées de 30 ans ou plus a commencé à ralentir, voire à stagner. Et en 2023, en fait, pour toutes les classes d'âge, la fécondité a diminué de manière assez notable. C'est encore le cas en 2024, même si c'est un petit peu moins accentué, sauf pour les femmes âgées de 40-50 ans, où la fécondité a un peu reprise, mais comme vous le voyez, à ces âges, la fécondité est très faible. Alors ça, c'est un premier indicateur qui est très intéressant de regarder. La question qu'on se pose derrière, c'est de se dire, au bout de leur vie féconde, donc à l'âge de 45 ou 50 ans, combien les femmes vont avoir eu d'enfants au total, donc quelle est leur descendance finale, sachant qu'on estime que dans les conditions de naissance actuellement, où il y a toujours un petit peu plus de garçons qui naissent que de filles, et compte tenu d'une certaine mortalité, même si elle est très faible avant d'atteindre l'âge fécond, il faut en moyenne 2,07 enfants par femme pour assurer le renouvellement des populations. Alors, cet indicateur de descendance finale, il est très intéressant. La seule chose, c'est qu'il faut attendre que les femmes aient atteint l'âge de 45 à 50 ans pour savoir ce qu'il en est. Et en fait, on connaît la descendance finale moyenne des générations 1965 ou 1975, qui est d'un peu plus de 2 enfants par femme.
La génération de des femmes, par exemple, nées en 1985, on voit que leur descendance, le nombre d'enfants qu'elles ont eu en moyenne à l'âge de 30 ans, a nettement baissé par rapport aux générations précédentes. Mais à 39 ans, elles ont déjà 1,93 enfants par femme. Donc on se dit qu'à l'âge de 50 ans, on va avoisiner les 2 enfants par femme. En revanche, c'est totalement incertain pour les générations les plus récentes, les générations nées dans les années 90. Là, vous avez 2 exemples, celles nées en 1990 ou 1994, où vous voyez qu'elles ont moins d'1 enfant en moyenne à l'âge de 30 ans, et puis ça diminue de manière même assez notable au cours de cette décennie. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'il en sera ensuite, et pour le moment, on ne le sait pas. C'est pour ça, c'est le 2e slide qui suit, c'est pour ça que les démographes travaillent beaucoup à partir d'un indicateur qu'on appelle l'indicateur conjoncturel de fécondité, que vous voyez représenté ici depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et cet indicateur, en fait, il dit pour chaque année quelle serait la descendance finale des femmes si cette année-là, par exemple en 2024, elles avaient à chaque âge le taux de fécondité qu'on observe en 2024 par âge. Et donc du coup, cet indicateur nous dit qu'en 2024, c'est 1,62 enfants par femme, et donc c'est effectivement un niveau très faible, le plus faible observé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si vous regardez cette courbe aussi, vous voyez que l'indicateur de fécondité était très élevé au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et c'est la période du baby-boom, qu'ensuite il a baissé pendant les années 70 en lien avec le premier choc pétrolier, et qu'ensuite il a fluctué et il est déjà arrivé qu'il descende à des niveaux assez bas. En 1993, il était à 1,66 enfants par femme avec la récession économique de 93. Ensuite, il a remonté, il s'est situé quand même pendant une dizaine d'années au-dessus ou avoisinant les 2 enfants par femme, et c'est vrai qu'il diminue depuis, et que cette baisse qui est assez longue, interroge. Alors cet indicateur, il reflète pour partie ce qu'on appelle des effets de calendrier, le fait que les femmes ont leurs enfants de plus en plus tard, ça joue sur l'évolution de cet indicateur, mais il peut aussi refléter, je pense que les autres intervenants en parleront, des raisons peut-être à la fois conjoncturelles, d'anxiété par rapport au contexte géopolitique ou économique, ou d'autres raisons plus structurelles. Et donc il est difficile de dire quel va être l'avenir. Et pour terminer, je voulais vous montrer cette dernière diapositive où vous avez représenté le niveau des naissances en rouge, donc toujours depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec parfois des années où il y avait plus de 900 000 naissances par an, jusqu'à aujourd'hui, 2024, où on est passé sous le seuil des 700 000 naissances par an. Puis vous avez aussi représenté le nombre de décès en France chaque année. Donc pendant très longtemps, le nombre de décès oscillait autour de 550 000. Et en fait, depuis début des années 2010, comme il y a les générations très nombreuses qui sont nées pendant la période du baby-boom, qui arrivent à des âges plus élevés, donc 65 ans et plus, et maintenant il y a même plusieurs générations qui ont atteint l'âge de 75 ans et plus. Ce sont des âges où la mortalité est plus élevée, donc les décès augmentent d'année en année, et ça va continuer. Et donc ce qu'on appelle le solde naturel, qui est la différence entre les naissances et les décès, se réduit de plus en plus. Il est de 18 000 en 2024, et en fait on a oublié, mais en 2019, il n'y a pas très longtemps encore, il était de 140 000. Et donc c'est une des 2 composantes de l'évolution de la population, l'autre composante étant le solde migratoire qui contribue à l'évolution de la population française. Et pour terminer, je voulais parler d'un indicateur qui est assez important, qui est ce qu'on appelle le ratio de dépendance, c'est-à-dire combien y a-t-il de personnes âgées de 65 ans et plus par rapport aux personnes d'âge actif. Donc là, par exemple, les 20-64 ans, eh bien, en 2024, c'est environ 4 personnes âgées pour 10 personnes d'âge actif. Il y a une vingtaine d'années, c'était un petit peu moins de 3. Et donc, s'il y a moins de naissances, à terme, ça pourrait dégrader ce ratio, sachant que le nombre de personnes âgées ne va cesser d'augmenter.
mais ça va aussi dépendre du nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans qui pourraient aussi évoluer. Enfin, en tout cas, l'immigration peut contribuer aussi à l'évolution de ce nombre de personnes en âge d'être actives. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, notamment quand on s'intéresse au système de retraite. Voilà ce que je voulais dire comme fait stylisé. Merci beaucoup, merci, c'était très clair. Et effectivement, une chose est sûre, c'est que le nombre de personnes qui va vieillir voilà, va augmenter. Alors la question, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le taux de natalité, enfin la natalité en France. Donc justement, Christophe Capuano, est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui de ce taux? Et au regard un peu de vos observations, qu'en pensez-vous? Alors si vous me permettez, je vais faire un rappel historique des différents facteurs, une combinaison de facteurs, à la fois des mesures de politique publique, de mentalité et de conjoncture. Nous sommes dans un pays qui a eu une des politiques familiales et natalistes les plus volontaristes après 1945, au moment où se met notamment en place le système de retraite par répartition et la sécurité sociale, avec un système qui était fondé sur l'universalisme, sans prise en compte des ressources de ménage, avec des allocations familiales à partir du deuxième enfant, avec un quotient familial sans prise en compte des ressources, avec une allocation logement pour les familles, ce qui a construit ce qu'on appelle l'âge d'or de la politique familiale et nataliste de 1945 à 1965. Dans un contexte également où il y avait des mentalités qui étaient très marquées par une pression familiale dans les familles pour faire des enfants, des parents auprès des jeunes couples, en leur disant il faut se marier, aux jeunes femmes, il faut vous marier sinon vous allez devenir des Catherinettes, il faut avoir des enfants, et dans l'esprit de l'époque, la charge revenait aux épouses, dans une représentation très genrée des rapports dans le couple. Alors peut-être pour les jeunes qui sont ici, les Catherinettes, c'est les femmes qui n'étaient pas mariées à l'âge de 25 ans. Voilà, je rappelle. Et ce qui va s'accompagner également d'une très forte croissance économique. Donc on a un baby-boom qui est concomitant avec une forte croissance économique. Donc conjoncture de croissance. À partir de 1965 et 1975, on est dans une autre phase où il y a une reconnaissance des droits des femmes à disposer de leur corps et un discours moins genré qui correspond également à une conjoncture économique plus défavorable, ce qui va entraîner un recul de la natalité à la fin du baby-boom. De 1985 aux années 2005, nous sommes dans de nouveaux objectifs qui paraissent pour les politiques familiales, notamment les conciliations vie professionnelle et vie familiale, avec une idéologie du libre choix, où la logique, finalement, met davantage en avant les individus, le choix des individus et le choix des ménages, avec un recul, si vous voulez, de l'injonction à faire des enfants et une aspiration à concilier vie familiale et vie professionnelle. Cela se traduit notamment par une politique de la petite enfance, par des créations de crèches et une politique aussi d'incitation à recruter des assistantes maternelles, notamment avec une allocation garde d'enfants à domicile, l'AGED, qui est une prestation qui est mise en place en 1986 et qui est versée par les caisses d'allocation familiale et qui est remplacée en 2004 par le complément de libre choix du mode de garde de la PAJE. Donc, on est également dans un contexte de lutte contre le chômage et l'incitation à créer des postes d'assistantes maternelles permet aussi de répondre à cette nécessité de la conjoncture. Le contexte de ces années, notamment autour des années 2000, est un contexte aussi de retour de la croissance, d'une nouvelle confiance en l'avenir, ce qui peut expliquer l'élévation de la natalité,
autour des années 2000 jusqu'en 2010, même s'il apparaît déjà ce qu'on va appeler l'éco-anxiété chez certains couples et la volonté de ne pas accroître la charge, la transformation climatique par une natalité plus importante. Dans les années 2010, il y a un changement de génération, un changement de mentalité dans les familles, et le discours également dans les familles change. C'est plutôt « ne te marie pas »,« tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir d'enfants » ou « pas tout de suite ». Donc c'est l'importance du choix individuel qui se combine également avec cette importance de l'éco-anxiété, où on ne veut pas contribuer à une surpopulation éventuelle, et on ne veut pas contribuer à dégrader l'environnement. Donc à partir de 2010, comme l'a dit ma collègue, on commence la baisse des naissances à 800 000 enfants en 2010 et 650 000 naissances en 2024. Donc une baisse de la fécondité déjà depuis 2010, et les mesures qui vont être adoptées à partir de 2013-2014 ne vont pas stopper, ne vont pas aller à l'encontre en fait de cette baisse initiée en 2010, notamment une baisse du quotient familial en 2013 puis en 2014, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil, le quotient familial va être considérablement réduit, passe de 2 000 € à 1 500 €, enfin il y a à chaque fois des baisses de 500 €. Et puis également, il y a un conditionnement partiel du montant des allocations familiales aux revenus des ménages. Et donc c'est la fin d'un régime universel, uniforme, et on entre complètement dans un système qui cible les familles les plus modestes. Pour des raisons sociales, on passe d'un système d'une politique familiale universaliste à une politique davantage sociale. Également une réforme qui a pu jouer, c'est la réforme des rythmes scolaires durant ces années, où l'objectif était de respecter le rythme de l'enfant, mais ça a pu également rendre plus difficile la conciliation vie professionnelle, vie familiale, et ça a pu remettre en cause le choix d'agrandissement de l'enfant. Plus récemment, les réformes de la prestation d'accueil des jeunes enfants va dans le sens d'un soutien plus fort aux ménages les plus modestes. En revanche, le coût du mode d'accueil du jeune enfant a augmenté pour l'ensemble des ménages depuis 2018, avec une hausse du barème de la participation des parents entre 2019 et 2022, et également une augmentation du taux horaire des assistantes maternelles. On ne sait pas si ça a accentué le recul de la natalité, en tout cas cela ne l'a pas stoppé, et aujourd'hui on ne pourrait plus revenir sur ces types de dispositifs, c'est-à-dire relever les allocations familiales ou remettre un quotient familial universel, parce que ça coûterait trop cher. Également aussi parce que les aspirations ont changé, une volonté de concilier très vite vie professionnelle et vie familiale. Et aujourd'hui également, seulement 1/5 des jeunes couples disent que c'est à la mère de s'occuper de l'enfant, donc il y a un changement de génération. Et donc il faut un mode de garde qui permet une meilleure répartition du rôle dans les couples pour améliorer, concilier cette vie familiale et cette vie professionnelle et mieux répartir entre les parents la charge des enfants. Et quand on demande aux jeunes ménages, je terminerai par là, les craintes qui leur paraissent les plus marquantes, c'est 1, le logement, 2, la question de l'emploi, et 3, surtout, le mode de garde pour le premier enfant. Merci beaucoup. Laurent Tout-le-Monde, est-ce que vous partagez ce point de vue? Et est-ce que, notamment sur l'évolution de la situation, et est-ce que vous êtes inquiet, vous, ou vous dites, bon, ben, voilà, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure? Alors, inquiet, bon, d'abord, il faut bien rappeler que, et on l'a dit, maintenant, on est dans une situation où l'idée est très présente que les hommes, les femmes, les couples doivent choisir le nombre d'enfants qu'ils veulent. Donc,
quand bien même l'État serait inquiet pour des raisons de population générale, c'est quand même important de bien replacer les enjeux où ils sont. Donc, pour répondre à votre question, pour le moment, moi, je ne suis pas inquiet. Vous relativisez. Il y a une baisse importante, on l'a dit, depuis 2010, mais on est aujourd'hui à un niveau de fécondité avec 1,6 enfants par femme en moyenne. Grâce à la hausse des migrations depuis une vingtaine d'années, on est dans une situation où la population de la France devrait se stabiliser vers 2040-2045 et peut-être diminuer un petit peu à l'avenir, mais disons dans une évolution assez lente et assez progressive. Et ça nous différencie de pas mal de nos voisins. En Europe du Sud et encore plus en Europe de l'Est, la fécondité est basse. En plus, en Europe de l'Est, il y a beaucoup de pays qui font face à une émigration des jeunes adultes. Et donc, ils ont des perspectives de diminution de la population qui est brutale, de vieillissement accéléré, où il y a une inquiétude, sans parler d'autres pays dans d'autres continents comme la Chine ou d'autres pays de l'Asie de l'Est, où la fécondité est beaucoup plus basse et où là, il y a des perspectives de vieillissement accéléré, de diminution de la population active, de bouleversement des équilibres sociaux, dans des pays où souvent les systèmes de retraite ou de santé ne sont pas très bien adaptés. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette situation. On va faire face à deux phénomènes importants dans les 20 ou les 30 prochaines années. D'abord, le vieillissement, Sylvie Leminez l'a dit, qui est déjà entamé mais qui va se poursuivre. Il va y avoir une augmentation très importante du nombre de personnes âgées. Et puis, il y a une augmentation de l'immigration qui permet de compenser en partie la fécondité basse, mais qui impose à la nation d'intégrer les immigrants pour qu'ils puissent être des habitants comme les autres, puis des citoyens comme les autres, qui puissent travailler, avoir des logements, s'intégrer dans la population. Et ça demande un effort. Et dans les 20 prochaines années, on peut dire, la baisse de la fécondité, elle ne va pas du tout jouer ni sur l'équilibre du système des retraites, ni sur l'intégration meilleure des personnes âgées. La baisse de la fécondité, elle va avoir un impact à plus long terme, à horizon de 30 ou 40 ans, quand, disons, les enfants qui naissent moins nombreux aujourd'hui feront des adultes moins nombreux pour faire moins d'enfants à l'avenir. Merci beaucoup. Hélène Périvier, je crois que vous partagez le discours plutôt rassurant, si je peux m'exprimer ainsi, de Laurent Toulmont. Et vous ajoutez que la question de la natalité n'est qu'une partie de la question de la population. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous entendez par là. Ben oui, merci beaucoup. Alors déjà, beaucoup de choses ont été dites et je pense que ce que j'entends par là, ça a été déjà soulevé dans les différentes interventions. C'est qu'il y a la question de la population, une question évidemment très importante d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Et la question de la natalité n'est qu'une partie de cette question de la population. On a parlé d'immigration, donc il y a tout un ensemble à prendre. Il y a la question aussi de la soutenabilité de notre système social, c'est aussi notre capacité à créer de l'emploi. Donc si vous augmentez la population mais que les personnes ne trouvent pas de travail, vous n'allez pas permettre de soutenir le système de retraite. Je voudrais juste revenir un petit peu sur les différentes tendances longues qui ont été évoquées. La première, c'est effectivement, on voit qu'il y a une baisse du nombre d'enfants par femme et de l'indice conjoncturel de fécondité sur le très long terme. Et vous avez vu le graphique que vous a montré Sylvie Leminez qui commence par 3 enfants par femme, puis ensuite ça diminue. Il faut quand même bien avoir en tête que dans les années 50, les femmes avaient beaucoup plus d'enfants que ce qu'elles désiraient. Donc notre référentiel ne peut pas être le nombre d'enfants qu'avaient les femmes dans les années 50-60. Aujourd'hui, grâce aux droits reproductifs, je pense notamment au droit à l'avortement, au droit à la contraception, à la couverture par la sécurité sociale de l'accès à la contraception, et ça a été dit d'ailleurs par Laurent Toulmont, les femmes peuvent avoir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent, même si ce n'est pas parfait. En tout cas, c'est un élément extrêmement important. Donc on ne peut pas se regarder le passé comme étant un idéal de natalité et de dynamique démographique. Aujourd'hui, ce qui est très positif, au-delà de ce qu'a dit Laurent Toulmont, c'est aussi que les femmes peuvent avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent grâce à ces droits qui sont extrêmement importants et qui sont encore aujourd'hui parfois fragilisés. Ensuite, si on veut, la société dans laquelle on est, elle aspire plutôt à faire en sorte que les gens puissent avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Ce ne serait pas non plus désirable qu'avoir des enfants, ce ne soit pas accessible pour des raisons matérielles. Et donc, on doit avoir des politiques publiques qui permettent à la fois aux gens qui le souhaitent d'avoir des enfants, mais aussi de pouvoir les élever dans de bonnes conditions. On n'est pas toujours, même si nos politiques publiques sont généreuses en France, on est loin d'avoir atteint complètement cet objectif. Donc, une fois qu'on a cet objectif-là en tête, et non pas un objectif nataliste, c'est-à-dire l'idée qu'il faut que les gens fassent beaucoup d'enfants, en l'occurrence les femmes, comment peut-on faire pour que les gens puissent avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent? Alors, on peut identifier 2 types de freins
sans qu'on soit vraiment capable de vraiment les préciser. Il y a d'abord des freins que je qualifierais un peu grossièrement de freins biologiques, donc le fait que aujourd'hui l'âge au premier enfant s'est beaucoup reculé. Pourquoi? Parce que les femmes aspirent à avoir une carrière, que pour avoir une carrière, il faut avoir atteint certains objectifs à certains moments de sa vie, et au moment où peut-être elles sont prêtes, où elles désirent avoir un enfant, parfois il est un peu tard, et du coup on a des problèmes de fertilité. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui mérite une attention. Là, on voit bien quand on parle d'articulation vie familiale, vie professionnelle, c'est pas seulement à un moment, c'est aussi sur le cycle de vie. Permettre aux femmes d'avoir les enfants au moment où elles peuvent avoir des enfants. Je voudrais aussi soulever la question des couples de même sexe, qui aussi aspirent à avoir des enfants. Donc, par exemple, la PMA pour toutes a été aussi un élément important pour permettre aux couples d'avoir des enfants et pas seulement les couples hétérosexuels. Donc voilà pour quelques freins un peu biologiques, même si je suis un peu rapide là-dessus. Et puis, il y a des freins matériels qui peuvent limiter ou empêcher les gens d'avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent. Et ça a été dit, il semble, même si c'est très difficile, encore une fois, de quantifier quels sont les freins, de les objectiver, ces freins, parce qu'ils sont multiples, ça a été dit. Mais si on regarde les freins matériels, c'est vrai qu'en France, on a une politique familiale plutôt généreuse. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quelques ajustements côté allocation monétaire, ça a été dit, côté allocation familiale ou avantages fiscaux liés au quotient familial, par exemple. Mais il y a eu aussi beaucoup de dépenses du côté des services. Donc, il faut voir les deux côtés d'une politique publique. On verse peut-être un peu moins en allocation monétaire, mais on a beaucoup plus de services aux familles. Je pense notamment au déploiement du service d'accueil du jeune enfant, même s'il est insuffisamment déployé aujourd'hui. Si on regarde les 30 dernières décennies, il s'est considérablement développé. Donc c'est disons un basculement de la politique familiale vers un peu plus de services aux parents, et en l'occurrence des services qui visent à permettre l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Donc ça, c'est un élément important. Peut-être un des freins qui peut être plus important sur la possibilité d'avoir un enfant ou un enfant supplémentaire, c'est la question du logement. On peut imaginer qu'un jeune couple peut se dire on ne va pas avoir un enfant maintenant parce qu'on n'a pas de place dans notre logement. Or, la France fait face à une crise de logement très importante, et en particulier de petits logements qui tiennent à la fois à un manque d'infrastructures, mais aussi au fait que, dû aux séparations conjugales qui sont nombreuses, forcément, quand vous avez plus de gens aujourd'hui qui se séparent qu'avant, il y a besoin de plus de logements. Et on n'a pas complètement répondu, même pas du tout répondu, en tout cas à la hauteur de l'enjeu, à cette demande-là. Donc là, il y a effectivement un frein matériel très direct pour le fait d'avoir des enfants. Donc il y a tout un ensemble de freins matériels qu'on peut lister sans pouvoir vraiment être capable de dire qu'est-ce qui compte le plus. Et puis il y a des freins plus relatifs à la question de l'éco-anxiété. Je voudrais juste dire que le Conseil de la famille a lancé une enquête, on aura les résultats en mai, sur la façon dont les jeunes générations, en tout cas les 20-35, se projettent dans la parentalité pour essayer de documenter un peu mieux ces nouvelles aspirations. Vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Voilà, qui sont sur ces questions-là. Et peut-être juste dire qu'il y a aussi derrière ces freins l'organisation de la famille, l'organisation du couple, ça a été mentionné, peut-être qu'on reviendra dessus, mais il y a aussi des aspirations féministes bien légitimes. Et peut-être que si on veut stimuler la natalité, c'est peut-être du côté des hommes qu'il nous faut regarder plutôt que du côté des femmes. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Oui. Très bien. Christophe Cappeneau, alors le chef de l'État a parlé, on le disait tout à l'heure, de réarmement démographique. Faut-il, selon vous, avoir une politique familiale plus moderne? Alors, par exemple, qui pourrait s'inspirer de ce qui se passe dans les pays du Nord, où il y a une conciliation vie familiale, vie professionnelle beaucoup plus développée qu'en France? Alors oui, je vais répondre sur deux points. Sur la question de la garde d'enfants avant l'âge de 3 ans, et sur la question du congé parental. Sur la question de la garde d'enfants, une étude du CREDOC et de l'Observatoire de l'emploi à domicile sur les particuliers employeurs montre que 28% des salariés de ces employeurs, de ces particuliers employeurs, sont des assistantes maternelles à domicile. Donc, qui constitue le premier mode de 3, premier mode d'accueil, de garde formelle du jeune enfant. Donc, qui correspond au choix des parents. Dans l'enquête, en fait, ce sont surtout les femmes qui se chargent. 9 répondants sur 10 ont été des femmes
pour ces types d'employeurs. Il faut savoir que les assistantes maternelles sont en recul depuis 10 ans. Il y a 100 000 assistantes maternelles en moins en 2024 qu'en 2014. Il y a 250 000 assistantes maternelles aujourd'hui, alors qu'il y en avait 350 000. C'est lié à la baisse des naissances, c'est lié aussi au fait que les couples cherchent d'autres modes de garde, notamment des modes de garde collectifs dans les zones urbaines et périurbaines, que ce soit des crèches, crèches municipales, crèches publiques, ou des micro-crèches. Il y a une forte aspiration pour les micro-crèches. Alors les micro-crèches, ça concerne surtout des couples assez aisés, parce que ça coûte à peu près le prix d'une assistante maternelle, une micro-crèche. Donc assistante maternelle, c'est qu'on dépose les enfants chez une personne qui les garde pendant la journée. Oui, et on a autorisé les assistantes maternelles à garder davantage d'enfants que par le passé. Il y a moins d'assistantes maternelles, mais ce sont davantage professionnalisées. Elles ont aussi elles ont des revendications aussi comme tout salarié, et donc des droits qui se renforcent. Donc, il y a un réel besoin, alors, on l'a déjà dit, il y a un effort qui a été fait pour permettre le développement de la garde à domicile et des crèches, mais il faut aller encore plus loin pour développer ces services et vraiment répondre à cette aspiration des familles, parce que, notamment des jeunes couples qui ne veulent pas sacrifier la possibilité d'avoir un emploi et veulent tout de suite concilier les deux et ne pas attendre 3 ans. Travailler et être parent. Voilà. Le deuxième point qui permettrait de se rapprocher de ce qui existe dans les pays d'Europe du Nord, c'est le projet de nouveaux congés de naissance qui serait mieux rémunéré, qui serait plus court et où chaque parent percevrait 50% du salaire, qui serait plafonné à 1 900 € par mois pendant une période de 3 mois, et qui doit permettre une meilleure répartition des rôles entre la mère et le père, donc un dispositif qui devrait se mettre en place fin 2025. Et c'est ce type de modèle, cette dynamique vers laquelle on pourrait aller, et qui permettrait une meilleure répartition des rôles, comme ce qui se fait dans les pays d'Europe du Nord, où les hommes prennent des congés parentaux aussi fréquemment que les femmes, avec justement une meilleure répartition dans le couple de ces congés, et faire en sorte que ce ne soient pas les mères qui soient contraintes de sacrifier leur emploi. Alors, l'enquête sur les assistantes maternelles montre qu'il y a encore du travail, qu'on voit que ce sont surtout, 90% des répondants sont des femmes qui s'occupent de cette question. Donc il va falloir aussi aller plus loin et changer les mentalités. Juste aussi pour rejoindre également mes collègues, en disant qu'il ne faut pas s'alarmer aujourd'hui sur le nombre d'enfants par femme, puisqu'on est retourné au niveau des années 1990, dans un système où c'est un choix d'enfant et un choix bien mûrement réfléchi au sein du couple, et on est encore largement au niveau au-dessus, par exemple, du Royaume-Uni, qui a 1,5 enfants par femme. Ou même de l'Italie ou d'autres... Même de l'Italie. Alors, ce congé de naissance, il ne va pas inverser la tendance, mais il permettrait de bloquer, d'éviter d'aller plus loin dans la baisse de la natalité. Très bien. Bon, de toute façon, le sujet n'est pas épuisé pour savoir effectivement ce qu'il convient de faire. Alors Laurent, tout le monde, dans l'imaginaire collectif, pour être un adulte accompli, il faut avoir des enfants, il faut avoir un boulot, il faut aussi s'occuper de ses parents âgés. Par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays où certains jeunes hommes, vous me disiez, se sentent discriminés, est-ce que les femmes françaises sont libres de leur choix? Un choix qui tient compte pêle-mêle de leur droit à disposer de leur corps, leur crainte du climat. Est-ce qu'elles ont vraiment ce choix-là aujourd'hui chez nous?
Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Donc, je vais aborder deux points. D'abord, la baisse de la fécondité des jeunes, et ensuite les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes. Donc, les jeunes, en France comme dans la plupart des pays d'Europe, ils ont autre chose à faire que de faire des enfants. Ils font des études, ils profitent de la vie, ils n'ont pas forcément envie de s'encombrer des obligations liées au fait d'avoir des enfants. Ensuite, on l'a dit, il y a des difficultés d'intégration sur le marché de l'emploi, difficultés pour trouver des logements. Donc, l'entrée dans la vie adulte est plus longue, plus progressive. Ensuite, il peut y avoir, ça a été déjà évoqué, des craintes pour le long terme, donc pour les générations futures, liées au réchauffement climatique, liées à l'épuisement des ressources. Il y a un nombre important de jeunes qui sont inquiets, qui sont très inquiets, on peut dire qu'ils sont inquiets à raison de ces évolutions. Et au total, la fécondité baisse beaucoup chez les jeunes. Et aujourd'hui, l'âge moyen à la première naissance en France, c'est 29 ans, mais dans d'autres pays, en Corée du Sud, par exemple, où c'est le plus tardif, c'est plus de 33 ans. Donc vous voyez, c'est une jeunesse qui est très prolongée. Et pour la France, ce qui est important, c'est plutôt ce qui va se passer après, c'est-à-dire à partir de 27, 28, 30, 32 ans, quand la plupart des adultes sont déjà en couple. Est-ce que les couples décident d'arrêter la contraception pour avoir une grossesse tout de suite ? Il y a un moment où il faut prendre cette décision. Et quand on prend cette décision, il faut faire un peu attention parce qu'on en prend pour 20 ans, peut-être 30 ans. Donc, ce n'est pas une décision qui est prise à la légère. Et c'est ça qui fait que la fécondité va se maintenir, ou bien que, comme dans des pays comme la Chine, ou je parlais de la Corée, les gens décident, ils ont trop peur, ils n'ont pas envie, c'est trop difficile. Et le deuxième point, c'est bien l'inégalité entre les femmes et les hommes. Parce qu'il y a une aspiration des femmes à l'égalité, les femmes veulent être traitées comme des hommes. Et chez les jeunes, c'est à peu près le cas, même si dans le premier emploi, on voit déjà des différences de salaire, mais ça n'empêche que les différences entre les jeunes hommes et les jeunes femmes sont relativement faibles. Par contre, quand il y a un enfant, quand les femmes deviennent des mères et quand les hommes deviennent des pères, là, il y a des différences très considérables. Il y a des charges de l'éducation des jeunes enfants, il y a des sacrifices professionnels à faire, et ce coût, il est beaucoup plus fort pour les femmes que pour les hommes. Et quand on compare les pays entre eux, le niveau d'inégalité entre les femmes et les hommes, dans la sphère familiale ou dans la sphère professionnelle, explique très bien les différences de niveau entre les pays. Bon, par contre, l'évolution, la fécondité, elle baisse partout, et même dans les pays d'Europe du Nord, où les inégalités sont plus faibles. Donc, il y a bien deux niveaux différents, mais bon, vous disiez qu'avec 1,6, ça va, je parlais de ça aussi tout à l'heure, avec un enfant par femme, il faut commencer à s'inquiéter. Avec 1,6 enfants, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et encore une fois, les couples font le nombre d'enfants qu'ils veulent. Et la politique doit continuer dans deux directions, disons, qui ont été valorisées par la politique familiale. D'abord, c'est de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, à la fois sur le marché de l'emploi et dans le monde du travail et dans les familles. Et puis, d'autre part, d'améliorer les conditions de vie des familles qui ont des enfants. On l'a dit, il y a des ruptures des couples parentaux, il y a des familles monoparentales qui sont assez nombreuses, il y a des contraintes professionnelles qui rendent difficile le fait de profiter de la vie, de travailler, d'avoir une carrière et d'élever des enfants. Et c'est très important que l'État prenne en charge les contraintes liées à l'éducation des enfants. Après, il pourrait y avoir un peu comme un effet collatéral, le fait que si la vie est moins difficile pour les parents, eh ben, les jeunes ou les adultes, disons, d'une trentaine d'années, passeront plus facilement le pas pour avoir des enfants. Mais le nombre d'enfants en soi n'a pas de raison d'être aujourd'hui le but de la politique familiale. C'est beaucoup plus, donc, d'une part, la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, et d'autre part, le niveau de vie des familles avec des enfants par rapport au niveau de vie de l'ensemble de la population. Merci beaucoup. Hélène Périvier, vous avez abordé tout à l'heure l'étude, l'enquête qui va être menée avec Harris Interactive. Alors, vous disiez les résultats vont être dévoilés au mois de mai, mais est-ce que vous avez déjà quelques petits enseignements en scoop que vous pourriez nous livrer ? Ah ben non, parce que l'enquête, elle est sur le terrain, donc je ne peux pas vous livrer de scoop. Alors, il n'y a pas de choses qui déjà émergent un petit peu ? Non, mais ce qui est intéressant, ce qu'on a essayé de faire avec cette enquête, c'est justement... alors d'abord, il y a des grandes enquêtes de l'INSEE et de l'INED pour mesurer, ça a été très bien montré par mes deux collègues, donc mesurer la dynamique de la fécondité, d'essayer d'en comprendre les ressorts. Donc nous, au Conseil de la famille, on n'a pas vocation à faire des choses similaires. Il fallait plutôt qu'on essaye de documenter des choses qui sont encore un peu méconnues. Donc c'est pour ça qu'on a choisi
choisi de regarder, alors ça reste une enquête, on va interroger 2000 personnes, hein, donc il faudra aussi prendre beaucoup de pincettes dans l'interprétation des résultats, mais l'idée pour nous c'était plutôt de voir de quelle façon des jeunes et un peu moins jeunes, puisqu'on a choisi de prendre la tranche 20-35 ans, se projettent dans la parentalité ou non, et quelles peuvent être les raisons de se projeter ou de ne pas se projeter dans la parentalité, pour essayer un peu de démêler toutes ces questions et tous ces facteurs qu'on a évoqués ici, à la fois des facteurs relatifs à des freins matériels, des inquiétudes qui peuvent être liées au contexte géopolitique par exemple, mais ça peut être aussi des inquiétudes dans l'avenir, de précarité, de problèmes de peur de ne pas trouver d'emploi ou de peur de ne pas avoir un emploi stable. Il y a aussi toutes les questions relatives à la question des ressources et de la question environnementale, très importante. Et puis la question du partage des tâches dans la famille, parce que c'est vrai que malgré l'ensemble des politiques publiques qui ont été mises en place et qui se sont beaucoup réorientées vers l'articulation vie familiale, vie professionnelle, en prenant en compte l'aspiration bien légitime des femmes à avoir une carrière, malgré ça, même si le volume et le temps passé dans les tâches domestiques et familiales a beaucoup diminué, hein, notamment parce qu'on a externalisé une partie de ces tâches, il reste quand même un certain nombre de tâches à réaliser, et en particulier de soins aux enfants, et on voit dans toutes les statistiques de l'INED notamment, mais pas seulement, celles de l'INSEE aussi, on voit que ce sont les femmes qui réalisent l'essentiel de ces tâches, hein, donc on est quand même assez loin de l'égalité, et donc ça crée aussi des problèmes d'égalité professionnelle, et il est possible que certaines jeunes femmes, je ne sais pas, il y en a certaines dans la salle donc, qui pourraient y répondre, hein, mais ne se projettent pas dans un modèle familial tel qu'il est celui qu'on voit dans notre passé, donc l'idée d'avoir un modèle plus ouvert, et pas celui qui a été celui de madame, même si elle travaille, elle doit quand même être beaucoup plus proche, enfin en tout cas beaucoup plus encline à faire les tâches domestiques et familiales, alors que monsieur peut se concentrer intégralement sur sa carrière. Donc c'est certainement plus ce modèle-là qui est porteur, hein, même si hein, selon les pays on voit quelques relents conservateurs émerger, mais on voit aussi beaucoup de relents, beaucoup d'activisme féminisme très fort. On parlait de la Corée du Sud, il y a un mouvement très fort en Corée du Sud, hein, les 4B, où les jeunes femmes disent qu'elles ne veulent pas de couple, pas de mariage, pas de relations hétérosexuelles et pas d'enfants. Et donc ça dit beaucoup sur l'espace qui est donné à ces jeunes femmes dans la société sud-coréenne pour être émancipées, avoir la vie qu'elles souhaitent. Et je peux ajouter aussi qu'il y a une table ronde après qui sera consacrée plutôt aux personnes âgées, mais ce sont aussi les femmes qui s'occupent des générations précédentes. Sylvie Leminez, c'est avec vous qu'on va terminer cette table ronde avant de passer bien sûr la parole à la salle et également à ceux qui sont à distance. Est-ce que c'est toujours un peu compliqué quand on a préparé cette table ronde de se lancer dans un exercice de projection dans l'avenir, mais est-ce que quand même il y a des petites hypothèses à long terme qu'on peut émettre aujourd'hui ? Alors, l'INSEE réalise tous les 5 ans des exercices de projection démographique où on essaye de voir comment la population va évoluer, en gros sur une 50aine d'années, avec des hypothèses sur la fécondité, sur la mortalité et également sur l'immigration. Alors sur la fécondité, quand on avait fait l'exercice en 2020, on avait consulté beaucoup d'experts, de collègues étrangers, de chercheurs, dont certains sont ici à cette table. Et en fait, les avis étaient très très partagés sur la fécondité, plutôt à 1,8 enfants par femme ou 1,85. Certains envisageaient que ça pouvait descendre un peu plus bas, comme ce qui a été observé dans les pays nordiques, mais ce n'était pas la majorité. Alors évidemment, quand on fait des exercices de projection démographique, on encadre des futurs possibles, mais c'est avec des hypothèses qui sont très fortes, par exemple avec une fécondité qui va être durablement tous les ans à 1,6 ou 1,8 enfants par femme, alors qu'on a vu que ça peut fluctuer et qu'on est quand même dans l'incertitude sur la manière dont ça va continuer à évoluer pour l'avenir. Quelque chose qui est absolument certain, même si on ne sait pas à quel rythme exactement ça va se passer, c'est le vieillissement de la population. Laurent Toulmont en a reparlé. Ça, c'est quelque chose de certain. On vit de plus en plus vieux, même si les gains d'espérance de vie se ralentissent. Donc, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées en France. Et il va aussi y avoir de plus en plus de décès. Très vraisemblablement, on va avoir des décès dans les années 2040 qui vont dépasser 800 000 chaque année. Et s'agissant des naissances, eh bien, si on est durablement à 1,6 enfants par femme, on va avoir un solde naturel qui va devenir négatif plutôt que si on est
à une fécondité de 1,8. Et puis, il y a une autre composante de l'évolution de la population qui est importante, hein, c'est les migrations et ce qu'on appelle le solde migratoire, la différence entre les entrées et les sorties sur le territoire. Et les personnes qui migrent, ce sont souvent des personnes majoritairement d'âge actif. Donc du coup, dans le ratio de dépendance dont on parlait tout à l'heure, les 65 ans et plus rapportés aux 20-64 ans, les 65 ans et plus, on sait qu'ils vont augmenter dans la population française. Les 20-64 ans, voilà, leur évolution va aussi dépendre à plutôt court terme ou sur les 20 prochaines années des migrations et des naissances qui ont eu lieu dans le passé. Et puis les bébés qui sont en moins pour le moment, comme le disait Laurent tout à l'heure, il faut attendre 20, 30 ans pour voir les répercussions sur un tel ratio, par exemple. Donc voilà. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, je suis désolée, je tourne le dos à certains d'entre vous. N'hésitez pas, levez la main si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Oui, alors si vous pouviez juste vous présenter et ensuite on verra pour la réponse qui peut vous la... Alors mettez bien le micro juste devant votre bouche pour qu'on puisse bien vous entendre. C'est comme ça? Ah, ok. Oui, j'aimerais vous demander quel rôle, selon vous, joue la santé psychologique et l'influence des réseaux sociaux sur la maternité. Excusez-moi, je parle mal français. Mais on a compris. Voilà. Ouais. Alors, donc, qui veut répondre donc le rôle des réseaux sociaux, l'influence Les réseaux sociaux et aussi la santé psychologique. Et parce voilà. que récemment, le niveau de maladies psychologiques a augmenté dans le monde. Pensez-vous que cela a un impact sur la démographie? D'accord. Est-ce que ça a une part sur la démographie? Oui, allez-y. Laurent Toulmont, merci pour votre question. Merci. Peut-être je peux dire un mot. Là aussi, les comparaisons internationales montrent qu'il y a beaucoup de pays où un argument qui est donné par les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, c'est que c'est trop difficile d'avoir des enfants. Il faut être un parent parfait. Avoir des enfants, ça veut dire investir énormément, faire beaucoup d'efforts, ça peut coûter très cher. Alors qu'en France, on a plutôt l'idée que le fardeau de l'égalité des chances, qui est une idéologie très forte en France, même si en pratique, elle n'est pas toujours mise en application, mais il y a l'idée que c'est l'État qui va prendre en charge beaucoup du fardeau. Et donc, en France, on peut devenir des parents sans aspirer à être des parents parfaits. Alors ça change un peu, on entend un peu ce discours qu'il faut vraiment être, alors pour les femmes en plus faire carrière et puis être une mère parfaite, pour les hommes commencer aussi à s'occuper des enfants, mais on n'a pas ce discours qui lie des problèmes psychologiques, des difficultés psychologiques avec l'impossibilité d'avoir des enfants. Et donc c'est peut-être, alors c'est un peu vous parliez de psychologie, hein, c'est pas évident qu'en France on s'occupe aussi bien des enfants que dans d'autres pays. Mais en France, les parents potentiels ont l'impression que l'État aide les familles, aide toutes les familles, et que ça sera pas si difficile que ça au total d'avoir des enfants. Donc on a moins de relations entre les problèmes psychologiques qui sont évoqués, notamment par les jeunes, et le fait de ne pas vouloir d'enfants, que dans d'autres pays où cette relation est plus forte. Qui se lance sur la réponse réseaux sociaux? Peut-être savoir un peu ce que vous entendiez par les réseaux sociaux. Est-ce que justement ce qui est dit dans les réseaux sociaux, voilà, derrière tout ça, c'était est-ce que les réseaux sociaux parlent beaucoup de maternité, n'en parlent pas? Voilà, c'est effectivement quelque chose qui mériterait effectivement. C'est vrai que vous faites partie de la génération où le poids des réseaux sociaux est très important. Donc je ne sais pas après. J'imagine que ça dépend peut-être à qui vous êtes abonné. Voilà, en termes de compte. Là, je m'aventure sur un terrain qui ne m'est pas très forcément connu. Donc, on va peut-être prendre une autre question. Je suis désolée pour les réponses. C'est vrai que là-dessus, il faudrait peut-être peut-être une question peut-être un peu plus pointue. Mais vous avez le temps d'y réfléchir, hein, peut-être sur les réseaux sociaux, ce que vous vouliez dire. Merci. Alors, y a-t-il une autre question? Je regarde s'il y en a qui sont à distance. Alors, personne à distance, mais allez-y. Donnez juste votre nom et peut-être l'école d'où vous venez. Bonjour, je m'appelle Blanche de Notre-Dame de la Providence. Oui.
Et ma question portait plutôt sur, vous avez beaucoup parlé des femmes, de leur rôle et de leurs envies dans une famille, mais vous n'avez pas beaucoup parlé des hommes. Donc j'aimerais quand même quelques précisions sur comment est-ce que leur rôle il a évolué dans leur occupation pas du tout. Au fil du temps, comment ils se sont occupés des enfants et comment l'égalité entre les hommes et les femmes leur a plutôt donné envie de continuer à avoir des enfants. D'accord. Et si eux, ils ont plus envie d'avoir des enfants que les femmes maintenant. Eh bien, Hélène Périvier, je vois que vous voulez répondre. Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, il y a plusieurs niveaux. C'est vrai que les hommes des générations plus anciennes n'ont pas du tout le même comportement avec leurs enfants et le même investissement que les hommes aujourd'hui. Néanmoins, il faut aussi relativiser ce point-là. Il y a des enquêtes qui permettent de mesurer la façon dont les gens passent leur temps et s'occupent de leurs enfants. Les enquêtes emploi du temps, notamment de l'INSEE, qui sont faites tous les 15 ans seulement, mais qui sont quand même une source très riche pour pouvoir voir quelle est l'évolution. Et donc on voit que c'est vrai que les hommes passent plus de temps à s'occuper de leurs enfants qu'ils ne le faisaient auparavant. Mais quand on regarde le type de tâches qu'ils font avec leurs enfants, c'est plutôt le temps qui est plutôt les loisirs, on va dire. Je caricature un peu. Les choses qui sont plutôt sympas. Il y a beaucoup de choses sympas à faire avec des enfants, mais il y a aussi des choses qui sont moins sympas. Par exemple, prendre à la volée un rendez-vous chez le pédiatre, aller le chercher en urgence parce qu'il est malade. Ça, ces enquêtes, elles montrent que ce sont toujours les femmes qui font ça. Donc, c'est d'une certaine façon la partie la plus... la raison pour laquelle on a des enfants, c'est quand même pour passer du temps avec eux. Et là, les hommes ont plutôt investi ce temps-là, et pas tellement le temps très contraint ou le temps qui est peut-être le moins source de satisfaction. Un élément aussi qui est intéressant à voir, c'est plutôt les hommes vont plutôt déposer les enfants à l'école ou dans le mode d'accueil, et c'est les femmes qui vont aller le chercher. Vous voyez bien que la contrainte, elle est beaucoup plus serrée le soir que le matin, parce que le matin, tout le monde part peu ou prou. Alors à Paris, à 8h30, dans d'autres territoires, c'est peut-être plus tôt, mais en tout cas, tout le monde part pour aller à l'école ou travailler. Et par contre, quand il faut revenir le soir, il faut absolument être à 18h30 à la crèche pour venir chercher l'enfant, et ça c'est une contrainte très 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 dure. Donc vous voyez que bon, il y a quand même eu une évolution, et si on regarde par exemple, il y a beaucoup de travaux pour répondre un peu plus précisément à votre question sur l'effet sur la carrière d'avoir un enfant, donc ce que les économistes appellent le child penalty, c'est-à-dire l'effet causal du fait d'avoir un enfant. Alors là, c'est absolument consensuel dans toute la littérature, et c'est vrai dans tous les pays. On voit qu'à l'arrivée d'un enfant, les revenus d'activité des femmes chutent, plus ou moins selon les pays, mais les revenus d'activité chutent parce que soit elles arrêtent de travailler, soit elles réduisent leur temps de travail, et celui des hommes reste parfaitement plat, voire même dans certains pays peut augmenter. Donc là, il augmente. Pourquoi ? Parce que dans certains pays, l'idée que c'est quand même monsieur le père qui a des responsabilités d'être l'apporteur de ressources, donc il va s'investir plus dans sa carrière pour augmenter les revenus du foyer, qui sont évidemment mis à rude épreuve au moment de l'arrivée d'un enfant, parce qu'il y a des coûts quand on a un enfant. Donc en fait, quand on regarde, ça n'a pas tellement changé. C'est vrai que le comportement des femmes a beaucoup changé, et ça tient beaucoup aux politiques publiques. C'est parce qu'il y a eu une externalisation d'une partie des tâches, par exemple faire garder son enfant à l'extérieur du domicile, l'école préélémentaire qui est un élément extrêmement important dans le cas français, et tout ça, ça a permis aux femmes de passer du temps à se consacrer à leur éducation et à leur carrière, mais il n'y a pas tellement cet aller-retour, je relativise parce qu'il y a quand même eu un peu plus d'investissement, mais pas un aller-retour massif, et on est très très loin d'un partage égalitaire au sein de la famille. Sylvie Leminet, vous souhaitez ajouter quelque chose ? En fait, je voulais aussi parler de l'évolution de l'activité professionnelle au moment de l'arrivée des enfants, et c'est très clair qu'encore aujourd'hui, quand il y a un enfant qui arrive dans une famille, alors je ne parle pas s'il y en a déjà un et si c'est le troisième enfant, mais les femmes, une partie s'arrête de travailler, ou alors elles passent à temps partiel, et on n'observe pas ça pour les hommes. Et ensuite, pour celles qui restent en emploi, effectivement, il y a ce qu'on appelle des pénalités salariales, parce que sans doute qu'elles ne saisissent pas les mêmes opportunités de carrière pour la suite. Et puis, sur ce qui est du temps domestique, du partage des tâches entre les femmes et les hommes par rapport aux enfants, il y a effectivement l'enquête emploi du temps qui va être sur le terrain cette année. Ça sera très intéressant de regarder les évolutions par rapport à 2011 de ce point de vue-là. Merci beaucoup. On a le temps encore pour une dernière petite question, avant de céder la place
à la table ronde suivante. Alors, il y a une personne là et une personne là. Alors, ce que je vous propose, c'est que, monsieur, on va prendre votre question. Madame... Non, fini. D'accord. Ah ben alors, du coup... Excusez-moi. Ah, voilà, vous étiez caché. Alors, on va prendre la question de monsieur et la question de... Voilà, la jeune femme là-bas, puis après, on arrête. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Alors, on ne vous entend pas du tout. Touchez à rien, mais mettez-le près de votre bouche. Bonjour. Oui. Test 1, 2, ok. Bonjour, je m'appelle Mohamed. J'ai une question concernant l'arrivée des enfants dans le couple. Bah forcément, comme vous avez dit, ça a un impact sur la situation du couple. Désolé, on n'entend pas. Ça concerne l'arrivée des enfants dans le couple, mais après, on n'a plus du tout entendu, monsieur. Je te tiens proche. Vous m'entendez là? Allez-y, criez un petit peu. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. J'ai une question concernant l'arrivée des enfants dans le couple. Comme vous l'avez dit auparavant, bah, ça a une influence sur la situation, que ce soit professionnelle ou même dans la vie en général. Et c'était pour savoir si c'était plus une influence positive ou négative, parce que, comme vous l'avez dit, bah, le fait d'aller chercher l'enfant le soir, etc., c'est plus à la femme de le faire. Ça peut créer des conflits au sein du couple, ou même, par exemple... Je suis désolée, moi, je n'entends rien du tout. Oh, c'est pas possible. Vous entendez ou pas? J'abandonne. Ah, pardon. Bah, désolé, allez-y. Ouais. Vous pouvez relayer, je suis désolée. Alors, si vous avez entendu ou pas? J'ai pas entendu la question, j'ai entendu le commentaire. Oui, c'est ça. C'est l'arrivée des enfants d'après. Bon, désolé, monsieur, parce que c'est... Test. Mais ça fait 3 fois que je parle pose fortement. sa question quand même. Ok. Allez-y. Bonjour, pour la 3e fois. Donc, je disais que j'avais une question concernant l'arrivée de l'enfant dans le couple. Vous avez dit que ça a une influence sur la situation du couple. Maintenant, moi, je voulais savoir s'il y avait des études ou même peut-être des trucs qui ont été faits, si ça a une influence négative ou positive, parce que forcément, ça change beaucoup de choses. Il y a, comme vous l'avez dit auparavant, la femme elle va chercher l'enfant le soir, etc. Ça peut créer des conflits au sein de l'homme et la femme. Et même, du coup, la femme, elle arrête de travailler. Du coup, économiquement, ça joue sur le couple aussi. Du coup, je voulais savoir, voilà, c'était ma question. Voilà, on vous a entendu. Nickel, merci monsieur. Par contre, mademoiselle, on n'aura pas le temps de prendre votre dernière question. Qui souhaite justement répondre? Laurent Tout-le-Monde. Merci. Donc très vite, alors les économistes s'intéressent de plus en plus à tout. Hein. Donc il y a eu des études sur le bien-être. Et autant le fait de vivre en couple, on voit que ça améliore le bien-être. Le fait de rompre une union conjugale, ça détériore le bien-être. Autant les enfants, c'est beaucoup moins évident. D'abord, les gens qui font des enfants, en général, c'est des gens qui sont très bien. Et la période de la grossesse, c'est une période enchantée où on peut faire plein de projets pour l'avenir. Mais à la naissance de l'enfant, le bien-être des parents dégringole. Parce que s'occuper d'un enfant, c'est quand même un peu pénible. Et après, ça remonte progressivement. Et c'est qu'au bout de 10 ans, 15 ans, alors peut-être qu'au bout de 20 ou 30 ans, les vieux qui sont parents, grands-parents, ils ont un environnement familial plus riche que ceux qui n'ont pas eu d'enfants. Mais il peut se passer beaucoup de choses au cours d'une vie, donc c'est très difficile d'avoir une relation causale. Donc pour répondre à votre question, avoir des enfants, sur le court terme, ce n'est pas une très bonne idée. C'est un investissement, mais les gens qui passent le pas et qui décident de faire des enfants, c'est des gens qui sont optimistes et qui peuvent se permettre de prendre ce risque. Bien, écoutez, c'est sur ces mots que nous allons conclure la table ronde. Merci à tous. Merci pour vos questions.